Ok, donc je pense qu'on peut démarrer. Donc ce sera un webinar dans lequel je vous montrerai toute la chaîne technologique rapidement, hein, puisqu'ensuite on va se focuser plus sur l'aspect applicatif. Donc hier, Kongduk a montré les aspects matériels, hardware, Arduino, l'aspect radio, les transmissions avec LoRa, et aussi un petit peu les aspects API. Donc on a l'occasion d'approfondir et on fera beaucoup de démonstrations aussi. Et vous pouvez essayer à la maison. Donc, et ensuite, on terminera avec les web applications. Donc l'idée, évidemment, c'est qu'on est tous, moi je suis chez moi, vous êtes aussi sûrement à la maison. On verra comment est-ce qu'on peut continuer à apprendre l'IoT, à expérimenter, même si on n'a pas de hardware. Parce qu'évidemment, maintenant, on ne peut plus acheter de matériel. Donc, je vous montrerai comment simuler les données Arduino au cours de cette présentation. Voilà, ça, c'est la chaîne technologique WasiDev. Donc, c'est un petit device comme ça. Là, je l'ai dans ma main en version, il me semble que c'est la 1.3. Qui comprend un chip Arduino Pro, c'est Pro Mini, qui est de ce côté-là ici. Derrière, il y a un chip LoRa, qui est un nouveau protocole radio dont Kongduk a parlé hier, et donc qui permet de faire du long range, c'est-à-dire longue distance, bas coût, bas débit et basse énergie. Et ce device, qu'on appelle WasiDev, comprend aussi une antenne qui est de ce côté-là. Et on va pouvoir brancher dessus un certain nombre de capteurs. Ça, c'est un capteur de gaz. Donc, on le branche directement dessus. Comme ça, voilà, et c'est prêt. Donc, c'est le circuit vraiment le minimum qu'on puisse faire. Et ça peut marcher déjà. Ensuite, il faut le programmer. Donc là, j'ai branché un câble USB qui est branché à mon laptop. Et je vais pouvoir démarrer Arduino IDE. Si vous allez sur le site Wasiup, donc tout ce que je vais dire, hein, c'est en ligne sur le site, wasiup.io. Et il y a plusieurs manuels, dont celui du WasiDev. Donc avec celui-là, vous êtes capable d'installer votre WasiDev, d'installer l'IDE et de programmer votre WasiDev très rapidement. Par exemple, là j'ai pris dans ce qu'on appelle le sketchbook un des exemples qui est proposé. Il y a différents capteurs qui sont proposés, hein, toutes sortes de capteurs, d'actuateurs. Et là j'en prends un qui s'appelle Soil Humidity, qui est affiché ici. Et c'est vraiment un programme très très simple. Donc l'idée c'est qu'on fait l'include de la bibliothèque WasiDev, tout est open source, hein, dans ce que je vais présenter aujourd'hui. Ensuite, le programme est relativement simple. On identifie la pin du capteur. Dans le cas d'un capteur d'humidité, il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse. Ensuite, on instancie la librairie WasiDev. On donne le nom du device. Après, je vous montrerai ce que c'est. Il y a une partie setup qui va initialiser le chip LoRa, qui se trouve derrière la plateforme. Celui-là. Et ensuite, on a un loop. Donc ça, c'est le classique de l'Arduino. Hein, sans doute, beaucoup d'entre vous connaissent déjà. On a un setup et on a un loop. Donc le setup est exécuté qu'une seule fois dans la vie du programme. Et ensuite, le loop est exécuté répétitivement. On va lire dans le loop la pile qui nous intéresse, analogue. Et ensuite, on va l'envoyer. Alors, c'était comme ça. On va l'envoyer avec la fonction qui vient de la librairie WasiDev. Et ça va envoyer sur LoRa l'humidité, en lui donnant un nom à cette humidité. On va la nommer Soil Moisture 1, SM1. Donc, on a deux choses ici. On a le nom du device et le nom du capteur. Voilà. Et là, la donnée part
dans les airs par LoRa et arrive à la gateway. Alors, la gateway, je l'ai ici, si vous la voyez. Donc, elle est basée sur Raspberry Pi. Donc ça, c'est un exemplaire de gateway. Et donc, elle est basée sur, très simplement, Raspberry Pi. Ça, c'est la version 3B+, il me semble. Et en plus du Raspberry Pi, on a ajouté ce qu'on appelle le WASI Hat, un chapeau, qui contient lui aussi le même chip LoRa qu'on a vu avant. Donc, ça va permettre à notre gateway de récupérer les données LoRa. Alors, cette WASI-Gate, elle aussi, il faut la configurer. Alors, vous trouvez toutes les ressources sur le site. Donc, on va ouvrir l'interface et on va regarder dans les logs. C'est celle-ci que j'ai ouvert. Ouais. On va aller regarder dans les logs si les données sont reçues. Donc là, j'ouvre les logs LoRa. Et là, je vois qu'effectivement, ma valeur 15 a bien été reçue sur le device qui s'appelle MyDevice2. Cette gateway, ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va uploader les données dans le cloud. Parce que ici, la gateway, elle est chez vous, ou elle est dans votre entreprise, avec une antenne sur le toit, et elle est aussi connectée à Internet, avec le Wi-Fi, le 3G, ou même un câble. Elle leur envoie toutes les données sur Internet, sur votre compte, et donc, votre compte se trouve dans le cloud. Voilà, ça c'est aussi un autre exemple de gateway. Celui-ci est un peu plus avancé puisqu'il a un petit écran, qui est la nouvelle version du WASI Hat, qui vous montre le status de la gateway, sans avoir besoin de connecter un PC. Et on arrive au cloud. Donc là, le cloud, vous pouvez l'ouvrir, il s'appelle dashboard.wasi.io. Vous pouvez créer votre compte sur cette plateforme. Et allons voir ma gateway pour commencer. Donc, il y a un menu Gateways. Et ça, c'est les gateways qui m'appartiennent. Il y en a pas mal. Et voilà celle qui est active, que je vous ai montré avant, puisqu'elle a un lien vert. Donc, c'est celle-ci. Hein, et pour le moment, elle est connectée avec un câble à mon routeur. Donc, je l'ouvre et là, je vois qu'elle contient, entre guillemets, un device qui est MyDevice2. Donc, je vais pouvoir naviguer sur ce device. Et là, j'ai aussi SM1, qui est le capteur. Donc, c'est ça la hiérarchie au niveau des devices. Donc, ça, c'est un device, ça, c'est un capteur. Et on reprend la même nomenclature sur le dashboard. Donc là, je suis au niveau de mon device. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur mon capteur. Ça, c'est le capteur. Et on voit que les valeurs sont 15 de manière continue depuis un bon moment, puisque c'est ce que j'envoie avec mon programme Arduino. Donc là, on a bouclé la boucle, hein, puisqu'on est arrivé à partir du WASI-Dev, WASI-Gate et WASI-Cloud. Enfin, on a bouclé, mais pas tout à fait, puisqu'il y a une quatrième étape que je vous montrerai après. C'est votre propre application qui va pouvoir aussi utiliser ces données. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, donc si quelqu'un a un projet, par exemple, a un mini, a un Raspberry déjà, Oui. est-ce que vos données-là, nos propres données, on peut les stocker dans le cloud de Wasio? Oui, il est gratuit, hein, il est libre. Je vous montrerai après comment uploader des données à partir de votre propre application sur le cloud. Il y a deux manières de le faire, en fait. Soit vous utilisez notre WASI-Gate ou pas. Si vous n'en avez pas, vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez aussi directement utiliser ce qu'on appelle l'API.
que je vous montrerai dans la deuxième partie, pour uploader quelques données que ce soit par rapport à votre application. Et vos WYSIWYG là, où est-ce qu'on peut trouver ça? On va les mettre, on va les mettre en ligne. On peut trouver le software sur le site. Vous pouvez acheter de manière séparée les composants. On n'a pas encore mis en vente le kit, quoi. Okay. Mais ce sera fait bientôt. Et donc sur le site en ligne, là, vous trouvez comment construire sa propre WYSIWYG à partir de pièces détachées, l'assemblage. Et puis, il y a aussi l'image ISO que vous pouvez flasher sur la SD card. Donc, une Raspberry Pi fonctionne avec ces petites minuscules cartes SD. Et donc, ça, vous le flashez. Maintenant, tous les PC modernes ont un lecteur de carte SD. Il faut un adapteur parce que c'est sans doute trop petite. Mais c'est fourni dès que vous achetez une Raspberry Pi. C'est différent de Raspbian, donc, comme système d'exploitation. Ouais, c'est basé sur Raspbian. Okay. Et c'est un Raspbian un peu aménagé, quoi. Plus léger, on a éliminé des trucs. Et on a mis notre propre interface. Et on a aussi ajouté les drivers pour LoRa. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, on en était au niveau du dashboard. Alors, je reviens sur le dashboard. Voilà, là, je suis au niveau d'un capteur, qui est le capteur que je viens de programmer. Pour les capteurs, il faut savoir qu'ils ne sont pas toujours très fiables. Et ils ne vont pas toujours vous donner la vraie valeur, la bonne valeur du premier coup. Alors, en particulier, par exemple, ça, c'est un capteur d'humidité, Soil Moisture, qui coûte très peu cher, qui coûte 1 €. Mais ils ne sont pas du tout fiables. Et la première chose qu'il faut faire, comme beaucoup de capteurs, il faut le calibrer. Donc là, il y a un bouton pour le calibrer. Et calibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en correspondance les valeurs que le capteur vous donne avec la réalité. Par exemple, un capteur d'humidité comme celui-là donne des valeurs entre 0 et 1000. Brut, c'est des valeurs brutes. Mais vous êtes intéressé avec une valeur finale qui est un pourcentage d'humidité. Donc, il va falloir faire une calibration. Et ça se passe comme ça. En fait, vous prenez un exemplaire de votre terrain, parce que c'est un capteur d'humidité généralement qui se met dans la terre. Donc, vous prenez un peu de terre qui vous intéresse et vous la mettez dans un four à micro-ondes, ou un four classique. Et comme ça, vous faites évaporer toute l'humidité du terrain. Et ça, vous dites, ça, c'est la valeur 0%. Donc, vous mettez votre capteur dans le terrain, il va vous donner une valeur, mettons 300. Et ensuite, en dessous, vous mettez la vraie valeur qui correspond à votre terre à ce moment-là. Ça, c'est la première valeur. Il faut une deuxième valeur, et on va choisir la valeur 100%, 100% d'humidité. Pour ça, il suffit de mouiller le terrain complètement, mettre le capteur dedans, il vous donnera une autre valeur, mettons 900, et là, vous avez réussi à faire votre calibration. Il faut en gros deux points dans l'espace de valeur. Et ça vous permet de faire, ça permet à la plateforme de faire une régression linéaire entre les deux valeurs et d'afficher à cet endroit-là la vraie valeur en pourcentage. D'accord, ça c'est la valeur brute. Une autre fonctionnalité utile de la plateforme, c'est les notifications. Donc, pour faire une notification, il vous faut deux choses. La première chose, c'est une condition et une action. La condition, alors là, elle s'est déjà pré-remplie sur mon capteur. Donc, le device s'appelle MyDevice2. Le capteur s'appelle SM1. Et ensuite, je dois rentrer une expression qui sort d'une sorte d'équation. Par exemple, SM1 supérieur à 30. Et quand cette condition sera respectée, c'est-à-dire que la valeur de mon humidité est plus que 30%, il y a une action qui va se passer. Cette action, c'est d'envoyer un message qui est donné ici à un utilisateur sur des canaux sociaux, qu'on s'appelle social networks.
par exemple Twitter, SMS ou Voice pour le moment. Voilà. Donc, et une fois que c'est fait, ben, je submit et j'aurai ma notification qui sera activée. Ça vous permet d'envoyer des messages d'alerte, par exemple, s'il y a un problème avec votre expérience. Évidemment, pour recevoir des notifications, il faut que je mette à jour mon profil. Il faut que je mette à jour mon numéro de téléphone et mon compte Twitter. Voilà, il y a une autre fonctionnalité importante, la gestion des gateways, c'est la gestion à distance. Par exemple, cette gateway-là qui est active, je vais pouvoir cliquer sur Remote Access, et ça m'ouvre directement où que je sois un canal particulier avec ma gateway pour arriver à la page de configuration de ma gateway. Comme ça, s'il y a des problèmes, vous pouvez faire de la maintenance, la rebooter, même si elle est très loin. Celle-ci, évidemment, est sur mon bureau, mais je le fais régulièrement avec des gateways qui sont un peu partout dans le monde pour faire la maintenance de ma gateway. Une autre fonctionnalité, c'est la géolocalisation et le QR code. Ça marche pour les gateways, mais aussi pour les capteurs. Alors, je vais reprendre mon capteur que j'avais avant. Voilà, celui-là. Alors, je vais mettre une position fausse. Voilà. Et alors là, l'idée, c'est que vous avez ici un QR code que vous pouvez imprimer. Donc, voici l'image du QR code. Vous pouvez l'imprimer et le coller sur votre device. Donc, je vais vous montrer des exemples de devices juste après. Mais en gros, c'est cette plateforme-là dans un boîtier. Et vous pouvez l'imprimer, le coller dessus, et ensuite le déployer. C'est-à-dire le mettre dans un champ ou, quelle que soit votre application, le mettre là où il doit être. Et vous pouvez en faire plein comme ça. Ensuite, quand vous irez sur le terrain, pour reconnaître votre device et savoir qu'est-ce qui se passe dans ce device, par exemple, quelles sont les dernières valeurs, il vous suffira de scanner ce code. Alors, je vais le faire avec mon téléphone portable. Alors, j'ouvre un petit programme qu'on a tous sur son téléphone portable qui s'appelle un QR scanner. Si vous n'en avez pas, vous devriez l'installer. Voilà, c'est un petit programme comme ça dans lequel je peux scanner. Là, vous me voyez, mais si je le retourne, moi je vois l'écran avec le code. Ça y est, il a pris le code. Et là, il m'affiche une adresse. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, il y a une adresse. Là, je l'ouvre. Et j'arrive sur la plateforme. Et là, je me log sur la plateforme. Et il a ouvert la page dédiée de ce capteur. Donc, il faut vous imaginer que vous allez dans les champs, si votre application est une application agricole, vous allez dans les champs et vous scannez un de vos devices, par exemple un capteur d'humidité, et ça vous ouvre cette page et vous pouvez voir immédiatement que l'humidité, là, pour l'instant, ben, c'est 15. Hein, c'est ce qu'on a mis avant. Donc ça vous permet immédiatement de reconnaître votre capteur et de l'utiliser. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est la géolocalisation. Alors, mettons que vous êtes sur le terrain, et avec cette application-là, hein, c'est la même, hein, c'est ce dashboard-là. Vous allez au niveau de la localisation et vous dites ce capteur, ça m'intéresserait de savoir, de le positionner sur la carte. Donc, vous cliquez sur le petit pinceau là, et voilà. Et là, vous faites Get Your Location. Il y a un bouton en haut qui s'appelle Get Your Location. J'appuie dessus. Et voilà, automatiquement, il m'a positionné là où j'habite en utilisant le GPS du téléphone portable. Donc là, il utilisait le GPS du mobile phone. Hein. Il n'y a pas de GPS dans mon device. Là, ce n'est pas un GPS que j'ai connecté, c'est un capteur de gaz.
Mais néanmoins, j'ai réussi à utiliser une combinaison de téléphone mobile et de QR code pour localiser ce capteur. Alors, je vais valider. Voilà, j'appuie sur le bouton Submit. Voilà, c'est fait, il a bougé. Je peux aussi rafraîchir cette page-là. Voilà, et vous voyez qu'il s'est repositionné exactement là où j'habite, grâce au GPS. Alors ça vous permet d'avoir un déploiement conséquent avec plusieurs capteurs et pouvoir les gérer. Ok, voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous faire voir. Il y a aussi évidemment la gestion des données. Vous pouvez télécharger vos données en cliquant sur ce bouton-là, mais je vous en parlerai plus quand on va parler des API. Voilà, ça c'est les données au format JSON de mon capteur. On voit que c'est la valeur 15 qui est envoyée répétitivement. Et ça vous permet de développer des applications. Alors, cette plateforme, vous pouvez l'utiliser évidemment dans plein d'applications possibles. Nous, on s'est concentré pas mal sur les applications agriculture. Donc, il y en a plusieurs ici que je vais vous montrer. La première, c'est le Soil Moisture, hein, dont on parlait, qui a été mis dans un boîtier comme celui-là. Et c'est un boîtier qu'on déploie dans les champs avec une antenne, LoRa, et un petit câble avec un capteur d'humidité planté dans le sol. La deuxième application, c'est le fish farming. Donc là, ça consiste en ce qu'on appelle une bouée, même si ça ne flotte pas. En fait, c'est un device avec un panneau solaire dessus, donc pour une auto-alimentation. Et ensuite, des capteurs de pH, de dissolve oxygène, c'est-à-dire l'oxygène dissous, et de température. Parce que vous savez que les poissons, évidemment, respirent l'oxygène dissous dans l'eau, mais si cet oxygène vient à manquer, ils vont commencer à mourir. Donc ce device permet de monitorer en particulier l'oxygène dissous dans l'eau et d'envoyer une alerte si l'oxygène vient à manquer. Alors, ce qu'on a remarqué, une fois qu'on a fait les études avec ce device, c'est que l'oxygène, à la fin de la nuit, commence à manquer. Parce que pendant la journée, il y a des algues sur le fish pond, c'est-à-dire comment on appelle ça, la piscine, là, voilà, l'étang, quoi. Et pendant la journée, il y a la photosynthèse due aux algues qui produit de l'oxygène. Mais dans la nuit, les poissons consomment l'oxygène et à la fin de la nuit, parfois, ils commencent à mourir puisqu'il n'y a plus assez d'oxygène. Donc, dans ce cas-là, il y a une alerte qui est envoyée au fermier. Si vous avez bien compris, ça, c'est le device qui envoie les données avec le LoRa. Ce device n'est pas connecté à Internet. C'est pour ça qu'il coûte peu cher. Il est connecté par LoRa à la gateway, que par exemple, on va positionner sur la maison du fermier, sur le toit, pour couvrir plusieurs fish pond, c'est-à-dire bassin à poissons, plusieurs champs, dans à peu près 6-7 km à la ronde. J'ai une question, ou bien on entend la fin? Non, vas-y. Voilà, donc très belle présentation, merci. Donc j'avais une question. La gateway qui est sur le toit, elle est connectée à Internet par quelle voie? Parce que là, vous avez parlé de la plateforme, mais comment la gateway, d'abord, c'est quel type est-ce que c'est de l'Arduino? Et deuxièmement, elle est connectée comment par Internet? Alors, oui, cette gateway, donc c'est celle-là, hein, on est à ce niveau-là. Et elle est connectée à Internet, il y a plusieurs possibilités. Vous voyez que ici, je l'ai connecté à Internet avec un simple câble. Un câble Ethernet branché à mon routeur, mais vous pouvez aussi la connecter à travers le Wi-Fi local, si vous en avez un, ou encore s'il n'y a vraiment pas de ni Wi-Fi ni câble, par 3G. Dans ce cas-là, il faut rajouter une carte SIM dans la gateway. Évidemment, ça coûtera un peu plus cher. Mais le principe, c'est que la gateway doit toujours être connectée à Internet.
D'ailleurs, je reviendrai un petit peu là-dessus, parce que ça sera plus tout à fait vrai dans la prochaine version de la gateway. Là, cette gateway-là, il faut qu'elle soit connectée à Internet, mais dans la prochaine version qu'on va publier, c'est-à-dire la version 2, ce qu'on veut, c'est que la gateway marche quand même s'il n'y a pas Internet. C'est pour ça qu'on est en train de construire cette version de gateway qui est assez puissante, et qui est ce qu'on appelle Edge, c'est la version Edge de la gateway, qui sera capable de contenir les applications. Au lieu de mettre l'application dans le cloud, vous pourrez la mettre dans la gateway au choix. Et comme ça, même s'il n'y a pas d'Internet, ici c'est coupé, eh bien, vous pouvez connecter votre smartphone à la gateway à travers le hotspot. La gateway est capable de fournir un hotspot aussi, Wi-Fi. Et donc, vous pourrez voir l'application qui fonctionne et récupérer les données des capteurs pour suivre, je ne sais pas, la croissance des plantes ou la santé du bétail. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci pour la présentation. Donc, moi, c'est Mamadou Diallo. Ma question, Ouais. c'est de savoir, est-ce qu'actuellement, avec la version du WASI-Dev, il n'y a pas de base de données à l'intérieur? J'ai pas bien compris. Et actuellement, avec la version du WASI-Dev, Oui. du WASI-Dev, il n'y a pas de base de données à l'intérieur? De batterie? Base de données. Ah, base de données. Si, il y a une petite base de données qui s'appelle Mongo. Donc, si la WASI-Gate contient une copie des données, les données sont envoyées en permanence sur le cloud. On va essayer d'ailleurs, hein, je vais vous faire une démonstration avec des exercices. Il y a aussi une copie des données sur la WASI-Gate en local. Ouais. Okay. Donc, même s'il n'y a pas Internet, on pourra acquérir ces données-là. Oui. Au niveau du Raspberry. Oui. Ok, d'accord. Oui, tout à fait. Ok, donc ça c'était le fish farming. Donc on a aussi ce qu'on appelle le cattle rustling, c'est-à-dire c'est le vol de bétail. Donc là vous voyez un collier, ce qu'on appelle DIY, c'est-à-dire un collier qu'on a fait soi-même, quoi, à très bas coût, avec des composants qu'on trouve sur le marché. C'est un collier anti-vol. Il contient une puce GPS. Et donc notre WASI-Dev, hein, que j'ai toujours ici, donc c'est toujours basé sur la même technologie. Et donc le GPS qui est connecté au WASI-Dev, on récupère les données du GPS et on les envoie sur la gateway locale et finalement sur le cloud. Ce qui fait qu'on peut avoir la position des animaux et on peut avoir une alerte si la vache est volée, par exemple. Voilà, un petit mot sur la maintenance. Alors, vous vous doutez bien que ce n'est pas facile parce que cette technologie à très bas coût, il y a un aspect négatif, c'est qu'il y a une maintenance qui est un peu plus compliquée. C'est-à-dire que il faut absolument solidifier les prototypes. S'il y a trop de fils ou s'il y a des batteries à l'intérieur, ça ne reste pas forcément l'humidité très bien. Par exemple, là, sur ce prototype-là, les premiers modèles, comme celui-ci, étaient trop proches de l'eau. Donc, ils souffraient de l'humidité, même avec un boîtier parfaitement étanche. Il y a toujours de l'humidité qui rentre à l'intérieur. Et comme ils avaient des batteries, un pack de batteries à l'intérieur, on a eu beaucoup de problèmes. Donc, les versions successives, on a mis le device plus loin, par exemple sur cette petite maison ici, on a à quelques mètres, quoi, de manière à éviter qu'il soit contaminé par l'humidité. Donc, la maintenance, c'est un vrai problème. C'est pour ça aussi qu'on essaie de faire de la maintenance à distance, parce que quand on a des déploiements qui sont à plusieurs kilomètres de distance, il faut prendre sa voiture, et on n'a pas trop envie, quoi. Donc, vous avez vu le système que j'ai utilisé pour se connecter à distance avec la gateway. Ok, alors une autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les données? Il faut les analyser. Et pour ça, on a lancé une compétition
avec une plateforme qui s'appelle Zinzi et notre partenaire Microsoft. En fait, c'est une compétition de machine learning, donc l'intelligence artificielle. Donc, le principe, c'est qu'avec nos capteurs de soil moisture, l'humidité dans le sol, donc ceux-ci, là, on les a déployés au Sénégal et au Ghana, ça c'est des photos au Ghana, dans plusieurs fermes, et on a récupéré pendant plusieurs mois des données. Donc pendant de longs mois, on a récupéré des données sur plusieurs champs, et on les a stockés, donc ils sont arrivés sur notre plateforme. Et ensuite, on a lancé la compétition sur la base de ces données. Et on a demandé aux compétiteurs, on vous donne ces données-là, en fait. Donc là, j'ai l'adresse de la plateforme, donc je vais vous l'ouvrir. Voilà, donc on a lancé ce concours-là, doté de 8 000 $. Et il y a donc 700 data scientists qui ont fourni des réponses. Et donc, qu'est-ce qu'on leur a demandé, en fait? D'une part, on leur a fourni les données du passé. Là, vous voyez, ça, c'est les données du terrain, de l'humidité dans le terrain. Tous les jours, ça monte et ça descend à cause de l'irrigation et du soleil. Et on leur a dit, est-ce que vous pouvez nous prédire l'humidité du terrain dans le futur? Voilà, de manière à prédire les besoins en irrigation. Et donc, c'est ça le challenge. Donc, on vous fournit les données du passé pour l'humidité. On vous fournit aussi d'autres données, par exemple, qualité du sol, le type de plante, la météo, hein, l'ensoleillement, est-ce qu'il a plu. On fournit pas mal de données sur le passé. Et ensuite, est-ce que vous pouvez prédire l'humidité dans les 5 prochains jours? Donc, voilà ce qu'ils nous ont fourni comme réponse. Là, vous voyez, par exemple, c'est un des gagnants qui a fourni cette réponse-là. Et donc, il y avait 4 champs, donc 4 diagrammes ici, vous voyez. Et donc, ça, c'est le gagnant qui a fourni cette réponse-là. Là, on a affiché sur ces 4 graphiques 2 courbes. La première, c'est ce qu'on appelle le ground truth. Ça sert à la vérité vraie. Et on a affiché la prédiction. Alors, vous voyez que les courbes sont assez proches. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est le gagnant, d'ailleurs, parce qu'il a fourni une prédiction très proche de la réalité. Donc, nous, on avait l'ensemble des données, hein, c'est-à-dire on avait les données que je vous montrais avant, qui sont les données du training, et ça, c'est le training. Avec ça, si vous êtes intéressé, je vous inclus dans la présentation aussi le code utilisé pour créer le modèle de machine learning qui a été créé par les participants. Il est sur GitHub. Et donc là, on a fourni ces données aux participants. Ils ont entraîné leur moteur de machine learning. Et ensuite, ils ont demandé, ils ont créé ce qu'on appelle un modèle de comportement de la courbe. Et ensuite, ils ont demandé à ce modèle, après, pour moi, les prochains points pour le futur. Et ils ont obtenu ça. Donc là, on voit que la première journée, enfin le premier champ, par exemple, c'est pas terrible en fait. La prédiction n'est pas tellement proche de la vérité. Par contre, celle-là, elle est très bonne. Et ensuite, on va évaluer les solutions de chaque participant en mesurant, grâce à une formule mathématique, la distance entre les 2 courbes. Celle-là, elle n'aura pas un très très bon score. Celle-là, elle aura un très bon score. Et ensuite, on fait la somme des différentes prédictions pour chaque candidat. Et ça nous donne un score pour ce candidat-là. Et comme ça, on a réussi à trouver le gagnant de notre challenge. Donc là, à cette adresse-là, vous le trouvez sur le GitHub de Wasyup, github/Wasyup. Il s'appelle Soil Moisture ML, comme machine learning. Et vous avez le code et tous les exemples et tout ce qu'on a utilisé pour cette compétition. Donc voilà, ça c'est l'aspect machine learning qui est très à la mode en ce moment. Donc vous pouvez faire des prédictions grâce à suffisamment de données. Ok, donc maintenant dans cette partie-là, je voudrais vous montrer les APIs. Alors comment récupérer les données? En fait, il y a 2 grands concurrents à l'heure actuelle qui se sont imposés. Alors HTTP c'est le vieux et MQTT c'est le nouveau. HTTP, vous le connaissez sans doute parce que vous l'utilisez tous les jours.
en particulier avec le mot-clé get. Et je dis que vous l'utilisez tous les jours parce qu'à chaque fois qu'on récupère une page web comme celle-là, on va faire un get. Et donc, vous voyez que vous utilisez déjà HTTP. D'ailleurs, c'est marqué ici au niveau de l'URL. Et là, quand j'essaye de... Je vais vous montrer ce qui se passe derrière les coulisses. Là, j'ai affiché les données du réseau. Voilà, je fais refresh sur ma page et je vois un tas de trucs qui circulent avec le mot-clé get. Donc, le mot-clé get, c'est ce qu'on appelle les méthodes du protocole HTTP. Ici, il s'agit, en plus de HTTP, il s'agit d'HTTPS pour SSL. Donc, c'est l'HTTP encrypté. Mais en fait, il n'y a pas que get. Alors, quand on sort sur Internet, on n'utilise pratiquement que get. Mais il y a plusieurs autres mots-clés avec HTTP. Il y a aussi post, put et delete. Alors ça veut dire tout simplement, je récupère des informations, c'est-à-dire je crée une nouvelle ressource. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une ressource. Je modifie une ressource, put, et delete, je supprime ma ressource. Alors on voit que c'est un protocole request-response. C'est-à-dire je demande quelque chose à un serveur et il me l'envoie et après ça, il m'oublie. Mais ce n'est pas très pratique comme modèle, particulier pour l'IoT. Parce que dans le monde de l'IoT, on a des capteurs qui fournissent des données régulièrement. Par exemple, toutes les 10 secondes, ils vont avoir une nouvelle mesure. Et donc, si vous avez une application qui récupère les données avec HTTP, vous serez obligé de faire des get tout le temps. C'est ce qu'on appelle le polling. C'est-à-dire que vous ferez un get. Est-ce que vous avez des nouvelles données du capteur? Oui, non. Ensuite, 10 secondes plus tard, est-ce que vous avez une nouvelle donnée? Non. Et vous revenez comme ça toutes les 10 secondes. Ou n'importe quel délai. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'il faudra faire des requêtes régulières, ce qui évidemment coûte cher en termes de batterie. C'est pour ça qu'on a inventé le MQTT. C'est un autre modèle qu'on appelle le publish-subscribe. Donc, publier et subscribe, c'est s'abonner, je pense. Et là, l'idée, c'est l'inverse, en fait. C'est ce qu'on appelle l'inversion de contrôle. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit vous qui allez chercher les données auprès d'un serveur, vous dites au serveur, ben, écoute, moi, je suis intéressé par ce capteur. Dès qu'il y a une nouveauté, tu peux me réveiller. D'accord? Comme ça, vous n'êtes pas obligé de tourner en boucle et de déranger en permanence le serveur pour lui demander s'il y a de nouvelles données. C'est lui qui viendra. Et là, c'est le publish subscribe. Avec les mots-clés connect, parce que c'est un protocole connecté, contrairement à l'HTTP. Donc, je vous ai dit que le serveur vous oublie dès qu'il vous a envoyé la réponse. Avec MQTT, vous êtes connecté en permanence, vous avez un canal privilégié avec le capteur. Ensuite, vous pouvez publier des nouvelles données, mais surtout, vous pouvez souscrire à ce qui vous intéresse. Alors, voilà, ça c'est une autre vue de notre architecture. Vous vous rappelez, il y a les capteurs, ils communiquent avec LoRa, avec la gateway, et ensuite, la gateway envoie les données au serveur cloud, et ensuite vous développez, c'est le quatrième tiers, votre application. Et là, votre application, évidemment, si elle doit afficher la valeur d'un capteur, soit vous faites le polling, mais ce serait mieux d'utiliser MQTT, et je vais vous montrer comment l'utiliser, pour que ce soit le serveur qui vous réveille. Alors, on va commencer avec REST. En fait, REST, c'est disons un protocole sur HTTP. Alors, il y a un tutoriel qui se trouve sur le site web. Ah, je vais l'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir en parallèle. Hein. Tout ce que je fais, vous pouvez le faire. Voilà, les tutoriels sont ici. On va ouvrir l'API V2. Alors, vous m'arrêtez si c'est trop compliqué. Hein. Et on va faire ce qu'on pourrait dire une simulation d'application. Donc là, ce tutoriel vous montre comment utiliser l'interface
REST, l'API de WASIAP. Donc, par exemple, je vais lire un capteur de manière programmatique. Au lieu de le lire avec cette interface graphique, je vais le faire de manière programmatique. Et après, ça, vous pourrez le faire aussi dans vos applications. Alors, par exemple, là, je vais dans le tutoriel au niveau de Read a Particular Device pour lire un capteur. Et ça, c'est la requête HTTP. Alors, on reconnaît le GET, on reconnaît une URL ici, dans lequel il y a le protocole HTTP, il y a aussi le domaine, et il y a le chemin. Et ça, c'est le chemin, c'est important pour les API REST, vous avez sûrement entendu parler. Il y a certains mots-clés, et ensuite, ça, c'est le nom de ma ressource. Et le nom de ma ressource, ici, c'est un device. Et c'est le même, je reviens au niveau de mes devices, ici, c'est celui-là. Donc vous voyez ici, l'URL est construite à peu près de la même manière dans le dashboard. Ici, il s'appelle MyDevice2. Okay. Et il y a un certain nombre d'informations qui est affichées de manière graphique. Maintenant, je veux le récupérer de manière non graphique, je veux le mettre de manière programmatique. Donc, j'utilise ce qu'on appelle la commande curl. Alors, si vous ouvrez ce tutoriel, vous pourrez l'installer. C'est de la ligne de commande. Et ensuite, j'ouvre une fenêtre de terminal. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser le terminal. On peut taper des commandes comme ça. Alors, l'idée, c'est que je copie-colle cette commande ici. Je la mets ici. Voilà. Tout simplement, j'appuie sur Entrée et j'obtiens un paquet de données. Ce n'est pas très lisible. C'est ce qu'on appelle du JSON, JSON, comme ça. Et dans un format de données informatique, je vais utiliser un autre outil qui s'appelle JQ, que vous pouvez installer. Il est aussi dans le tutoriel, on vous explique comment le faire. Et voici mes données de manière un peu plus visible. Et ça, c'est mon device. C'est-à-dire toutes les informations qui correspondent à ce machin que j'ai dans ma main sont sur mon écran de manière programmatique. Et je reconnais ici le nom du propriétaire. Le nom du capteur, l'idée du capteur, enfin, du device, sa position. Est-ce qu'il a des capteurs connectés? Oui, il en a un, avec quelques valeurs, etc. Donc là, par exemple, je vais utiliser l'URL qui correspond à mon device, qui s'appelle MyDevice2. Voilà. Et celui-là, il a un capteur, et sa dernière valeur, c'est 15. Et c'est bien ce qu'on a ici. Voilà, vous me suivez à peu près? Oui. Oui, ça va. Ok, donc là, j'ai utilisé l'interface HTTP pour récupérer avec du GET, tout simplement. Mais je peux aussi utiliser le POST. Hein, vous vous rappelez, donc il y a plusieurs verbes. Je peux utiliser le POST pour écrire une nouvelle donnée. Et je pourrais aussi utiliser le delete pour supprimer un capteur. Et tout ça, vous pouvez le faire, là je le fais avec la ligne de commande, vous pouvez le faire au sein d'une application. La même chose, je vous montre après, vous pouvez le faire en Python, vous pouvez le faire en JavaScript ou n'importe quel autre langage. Là, par exemple, je veux simuler une donnée qui arrive. Alors, normalement, les données d'un capteur, comme celui-là, arrivent à partir d'un WASI-Dev en passant par l'intermédiaire d'une gateway. Voilà, je reviens au niveau de mon schéma. Normalement, les données font ce trajet-là. Mais là, je vais le court-circuiter, ce trajet, et je vais envoyer directement moi-même, avec la ligne de commande, une nouvelle donnée sur un de mes capteurs. Alors, je reprends mon tutoriel. Là, je vous invite à le faire en entier, une fois que le meeting sera terminé. Là, je vais juste envoyer un nouveau data point. Je prends push data to your sensor.
et je sélectionne celui-là. Voilà, et là, vous reconnaissez qu'on utilise post au lieu de get. Et on va poster la valeur 25.6. Voilà, je le fais. Tac. Alors, il n'est pas content. J'ai dû faire une erreur. Donc, je vous présente aussi une interface pour vous aider à faire des API. Oups. Fermez ça. Qui se trouve sur api.wasiap.io. Si vous ouvrez ce mini site web, ça vous aidera à reconnaître tous ce qu'on appelle les endpoints, c'est-à-dire les points de contrôle de l'API. Et, et avec cette API, vous pouvez faire absolument tout. Ce qu'on peut faire avec les capteurs, les actuateurs, les gateways de WASIAP. Ce que vous pouvez faire avec cette interface graphique, vous pouvez le faire manuellement avec cette interface programmeur. Donc là, par exemple, je m'étais proposé d'écrire un data point, par exemple une valeur 5, sur un device qui s'appelle MyDevice2, qui contient un capteur TC1. Voilà. Donc, ça, c'est mon device. Il s'appelle MyDevice2. J'ai branché un capteur et on l'appelle TC1. Et je lui envoie la valeur 5. Voilà, de manière pirate. Et au lieu que ce soit la plateforme... Normalement, c'est la gateway qui fait cette opération, mais là, je le fais manuellement. Voilà. Et là, il me donne un... Donc, c'est fait. Et il me renvoie un code de retour qui est 204, qui veut dire OK. Je vais revenir là-dessus. Et il me donne aussi la commande curl qui correspond. Donc ça, je peux la copier. Je la copie dans ma ligne de commande. Je fais entrer et ça marche. Et on va vérifier ça. Est-ce que c'est bien arrivé? Là, je suis sur MyDevice2. Ouais, c'est 5 là. Voilà. Donc, c'est arrivé aussi sur le dashboard. Donc là, j'ai simulé, en fait, on va voir après d'autres simulateurs, mais si vous n'avez pas de capteur à la maison et vous n'avez pas d'Arduino, vous pouvez facilement simuler un device en utilisant soit la ligne de commande, soit des simulateurs en JavaScript qu'on va voir après. Donc là, les données sont arrivées. Voilà, ça c'est une petite démonstration sur l'utilisation de l'API HTTP. Maintenant, on va aussi voir MQTT. Donc voilà, ça c'est l'architecture HTTP. Très simplement, c'est Request Response. Les 4 opérations qui correspondent plus ou moins avec les opérations qu'on appelle CRUD, Create, Read, Update, Delete. Par exemple, créer un capteur sur la plateforme cloud, lire le capteur, mettre à jour le capteur, supprimer le capteur. Les codes de réponse, donc là, on avait reçu le code 204, si vous vous rappelez bien. Tout ce qui est code 200, c'est bon, c'est OK. Tout ce qui est code 400, c'est une erreur. Il y a un des codes qu'on voit souvent sur Internet. Vous savez lequel? C'est le code de 404. Voilà, exactement. Le code 404, c'est un des codes où on trouve la liste sur Wikipédia. 404, ça veut dire votre source n'existe pas. En fait, tout ce qui est 400, ça veut dire vous avez fait une erreur. Voilà, la ressource n'existe pas, vous avez entré une mauvaise URL, vous avez fait une erreur. Tout ce qui est code 500, c'est j'ai fait une erreur. C'est le serveur qui a fait une erreur. Par exemple, il y a un bug, tout simplement, ou la database est corrompue. C'est quelque chose que le client ne peut pas résoudre de toute manière. Voilà, il y a d'autres codes pour les 100 pour les informations et les 300 c'est des redirections, c'est-à-dire que votre ressource, peut-être qu'elle existe, mais elle n'est pas ici. Allez voir là-bas. Et donc,
là, je vous ai montré comment récupérer des données avec HTTP. Mais on a toujours ce problème que si les données sont mises à jour très fréquemment, ça va vite utiliser les batteries ou ça va faire du trafic. Donc, on a inventé un nouveau protocole qui s'appelle MQTT. Message Queue télémétrie, transfert télémétrie, je pense. Et c'est un système, donc, publish-subscribe. Donc, dans celui-là, il y a aussi un serveur, ce qu'on appelle le broker, qui est central. Tous les clients sont connectés de manière permanente, puisque c'est un protocole connecté. Et donc, il y en a qui peuvent publier des données, motion detected ici, c'est la donnée, sur un topic. Un topic, c'est un mot-clé comme celui-là. Il y en a d'autres, comme par exemple ces téléphones mobiles, qui peuvent se souscrire à un topic. Et dès qu'il y a des nouvelles données qui vont arriver sur ce topic, comme ici motion detected, ils seront réveillés. Voilà. Donc je fais une petite démonstration. Ça, c'est aussi un truc que vous pouvez essayer à la maison. Je reviens sur mon tutoriel ici. À la fin du tutoriel, on vous montre aussi comment utiliser MQTT avec WASIOP, parce que le serveur WASIOP, il est à la fois HTTP et aussi MQTT. Donc les deux protocoles marchent avec le serveur cloud WASIOP. Et on va utiliser Mosquitto client. Donc Mosquitto, c'est un client et aussi un serveur pour MQTT. Donc là, je vais publier une donnée avec Mosquitto, avec cette ligne de commande. Et je vais le publier sur un topic. Et ça, c'est le topic. En fait, ça ressemble à une URL, mais ce n'est pas une URL. C'est un topic, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Nous, on a choisi de faire en sorte que les topics se ressemblent avec les URL. Donc, les URL qu'on a utilisées pour publier les données quand on l'a fait en ligne de commande, c'est à peu près la même. Et ici, on va publier dans ce topic. Et ensuite, on va pouvoir se souscrire à ce topic et voir les changements. Dans le monde de l'IoT, hein, les topics généralement correspondent aux capteurs. Donc, vous pouvez créer une application, je vais vous montrer comment, qui est capable de s'enregistrer, de se souscrire sur un capteur. Ici, on va se souscrire sur le capteur TC1. Et ensuite, il va recevoir les données. Allez, on essaye. Voilà, donc là, je publie en MQTT, hein, c'est plus HTTP, sur ce topic. Et le topic, c'est le device. Donc, on va spécifier le device et le capteur. Et on va envoyer la valeur 3. C'est fait. Et là, je peux tout de suite vérifier si ça a marché. Hein. Je mets à jour ma page. C'est celui-là ou c'est l'autre? Ah, je suis trompé. Il s'agit de My Device 2. Voilà, là, j'ai mis à jour un de mes capteurs. Je mets à jour ici, voilà. La valeur 3 est arrivée. Là, j'ai envoyé la valeur 3 à l'aide de MQTT. Mais vous me direz, c'est pareil que Post. On a utilisé Post tout à l'heure pour envoyer des valeurs. Là, on utilise Publish. Finalement, ce n'est pas très différent. Oui, là, j'ai tous le Post ici et le Publish. C'est à peu près la même chose. Ce qui est différent, c'est le Subscribe. Avec HTTP, on ne peut pas faire de Subscribe. On ne peut pas se souscrire sur un capteur qui nous intéresse. Avec MQTT, on peut le faire. Et c'est d'ailleurs la chose la plus importante. Donc, on va essayer. Imaginez, vous développez une application, vous êtes intéressé par une donnée. Par exemple, là, ce capteur qui s'appelle TC1. Eh bien, vous faites un subscribe. Et là, vous voyez que le subscribe, il est connecté. Vous voyez que ça ne réagit plus, là. Hein. Il ne me rend pas la main. Je n'ai pas le contrôle. Ça veut dire qu'il est connecté. Et dès qu'il y a une nouvelle valeur qui va arriver sur ce TC1, il va l'afficher. Ah, c'est juste pour vous montrer un exemple, mais ça, il faudra l'implémenter dans votre application. Allez, on essaye d'envoyer une nouvelle donnée, on va voir si ça marche. Là, j'envoie par exemple la donnée 4. Ouais. Tac. Est-ce que j'ai mis...
le bon capteur. C'est dans le subscribe qu'il n'y a pas le bon device dans le subscribe. Je Ah pense qu'il y ouais, a un 2 qui manque dans le subscribe. ah ouais, merci. Ouais. Voilà. Et là, j'envoie, tac, je le publie, et la valeur est arrivée de l'autre côté. Voilà. On va pouvoir comparer nos deux protocoles. Donc là, vous avez vu que c'est un système de wake-up, quoi. J'ai été réveillé par la donnée qui est arrivée. Je n'étais pas obligé en permanence d'aller demander sur le réseau s'il y avait des nouvelles données. Ça, c'est le gros avantage d'MQTT. D'autres choses à partir de MQTT, il y a un niveau de qualité de service. Dans l'IoT, on utilise Fire and Forget en particulier, c'est-à-dire que le capteur envoie la donnée, puis il l'oublie. Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de qualité avec les capteurs, puisque même 10 secondes plus tard ou une minute plus tard, vous aurez une nouvelle donnée. Alors même s'il y en a une qui est perdue en cours de route, ce n'est pas très grave. Mais il y a des applications plus critiques dans lesquelles on veut de la qualité de service. C'est-à-dire qu'on veut être sûr que la donnée arrive au moins une fois. Là, c'est un niveau de service dans lequel votre capteur, si c'est un capteur, va envoyer la donnée et attendre un acknowledgement, c'est-à-dire une réponse du serveur. Si la réponse ne vient pas, il va l'envoyer de nouveau et de nouveau et de nouveau, jusqu'à ce que la réponse arrive. Alors peut-être que le serveur va recevoir plusieurs fois la donnée. C'est pour ça qu'on l'appelle deliver at least once. Au moins une fois, mais peut-être plus. Et voilà, et ensuite, il y a un protocole plus avancé pour être sûr que la donnée arrive une seule fois. D'autres choses intéressantes pour MQTT, c'est le Last Will Testament. Ça c'est mon testament. Après, quand je serai mort, bien sûr, je ne serai plus capable de dire ce que je veux. C'est pour ça que j'ai créé un testament. Et il y en a un aussi dans MQTT. C'est au cas où, par exemple, ici, un capteur meurt. Alors, le capteur, ici, il va se connecter au broker. Et dans la connexion, si vous le souhaitez, vous pouvez fournir un testament. C'est-à-dire que vous allez dire au broker qu'est-ce qu'il faut faire si je décède. Voilà, si je décède. C'est-à-dire si la connexion est interrompue. Par exemple, si je décède, il faut envoyer un message à tous les clients en leur disant que le capteur est mort, par exemple, ou qu'il faut qu'il fasse telle ou telle action par rapport à cet événement. Ou alors qu'ils peuvent continuer à utiliser une valeur par défaut le temps que je revienne. Ça, c'est le testament. Il y a aussi les persistent sessions. Ça, c'est un peu l'inverse, en fait, les persistent sessions. C'est-à-dire, par exemple, il y a un client ici qui est intéressé par les données d'un capteur. Donc, il est subscribe sur un topic, le topic correspondant au capteur. Mais le client dit aussi, si je me déconnecte, si on a une déconnexion, s'il te plaît, broker, est-ce que tu peux enregistrer pour moi tout ce que le capteur va dire pendant mon absence? Et ensuite, dès que je me reconnecte, envoie-moi tout l'historique de ce qui s'est passé entre-temps. Voilà. Ça, c'est les persistent sessions. Alors, la performance de MQTT, elle est meilleure que HTTP. Le nombre de messages par heure, vous voyez, est un peu plus, tout simplement parce que c'est un protocole qui est plus petit. Il y a moins la trame de données est plus petite. L'utilisation de la batterie, donc, pour la même raison, est meilleure. D'ailleurs, la batterie, on voit ici la connexion initiale. Bon, c'est à peu près la même chose que HTTP, vous voyez. Par contre, c'est après que c'est meilleur. Vous voyez que c'est quasiment plus de 10 fois meilleur. Pour le MQTT, tout simplement parce que MQTT est connecté. Donc, il n'a pas besoin de faire plein de cérémonies pour se connecter, comme avec HTTPS. Une fois qu'il est connecté, les données peuvent voyager sans plus de protocole. Ok, des questions jusque-là? Et
j'ai une question, c'est de savoir, et pour le système WhatsApp, quel est spécifiquement le broker qui a été utilisé? Ah, c'est Mosquito. Mosquito, merci. Ouais. Ok, donc on va utiliser les API maintenant. Encore une fois, vous pouvez le faire à la maison. Et on va créer une mini application. Ça va prendre beaucoup de temps, 10 minutes. HTML, JavaScript, c'est la chose la plus simple qu'on puisse faire, la web app minimum. Il n'y a pas de database, il n'y a pas de back-end. Le back-end, en fait, c'est ce qui tourne généralement dans le cloud avec une API et une database et d'autres choses. Et elle n'est pas compilée, en fait. C'est juste un fichier HTML qui contient du JavaScript et qui va tourner dans notre browser. Donc, vous ouvrez le tutoriel qui se trouve à cette adresse et on vous explique qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il est là, Web Application. Donc, il est sur GitHub. Un exemple en Python. Alors, je vous montre tout de suite l'exemple en Python. Allez. Là, ce qu'on a fait avec MQTT en ligne de commande, il y a aussi un exemple ici, comment le faire avec Python. Là, j'ai un publish à une adresse. J'utilise une librairie Python qui s'appelle PAO. Et il y a aussi un subscribe quelque part, ici. Voilà, donc ça, c'est un début d'application en Python qui utilise MQTT. Moi, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est comment développer une web application avec une partie graphique, mais le plus simplement possible, avec très peu de code. Par exemple, ça, c'est une page HTML, seulement 20 lignes. Même si vous ne savez pas programmer, vous n'avez jamais programmé, ce ne sera pas très compliqué. C'est une page HTML, on voit là avec le corps de l'HTML, avec My Application et un message. Et ensuite, le code est ici. On va récupérer une donnée à partir de la plateforme WASIUP en utilisant une librairie qui s'appelle wasiup.js, instancier l'API. C'est une classe, tout simplement. Et on va se connecter à l'adresse de l'API, qui c'est api.wasiup.io. Je récupère le nom de mon capteur. C'est celui-là, mais là, j'aurais pu utiliser MyDevice, qu'on utilise jusqu'ici. Et le nom du device, pardon, et le nom du capteur, on aurait pu mettre TC1. Et voilà, je récupère ma donnée comme ça. Alors ça, c'est vraiment le plus simple. Mais on peut faire aussi, avec la même technologie, des choses un petit peu plus complexes avec des cartes ou des graphiques. Je vous montre une carte. Ça, c'est comment faire une carte, genre Google, Google Maps. Ici, c'est à peu près la même chose. Ici, on récupère les données des devices et on va les insérer sur une carte, c'est cette partie du code, et l'insérer dans la page web. Donc là, on est dans une page web. Donc là, je vous invite à regarder, analyser un petit peu ce code et vous pouvez le copier-coller pour l'utiliser dans votre site web. Il y a aussi un graphique et le résultat, c'est ça. Sans avoir besoin de posséder un site web, un serveur web sur Amazon, vous pouvez déjà avoir votre application parce qu'elle utilise juste HTML et JavaScript. Et ça, c'est compatible avec ce qu'on appelle GitHub Pages, qui est un mini-serveur sur GitHub qui va servir vos pages HTML. Et donc là, c'est pas celui-là. Oui. Voilà. Et donc là, ça ce qui correspond au graphe que je vous ai montré. Ça, c'est les données live du capteur qu'on a récupéré, vous avez vu dans le code. Ici, c'est la carte que je vous ai montré aussi, et on voit les différents capteurs WASIUP un peu partout. Et il y a une application un petit peu plus complète, montrer un exemple, dans lequel on peut sélectionner le capteur, toujours en utilisant l'API, voilà, MyDevice2 qu'on a utilisé, capteur SM1, et la valeur c'était 15, si vous vous rappelez bien. Donc là, dans le
ce repo GitHub, vous avez le code que vous pouvez utiliser. Et là, bien sûr, c'est sur GitHub. J'ai pas de serveur. Hein. Donc ça vous coûte rien du tout. Et vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Donc avec votre propre compte, en fait. L'idée, c'est que vous allez faire ce qu'on appelle le fork de ce repository-là. Il y a un bouton qui s'appelle fork. Et ça va copier le code sur votre propre compte. C'est expliqué dans le tutoriel. Ça copie le code dans votre propre compte et ensuite vous serez capable de le modifier et puis il sera automatiquement en ligne. Ok, donc je ne sais pas si vous avez suivi jusque-là. On a créé une petite application graphique. Le code est ici, par exemple, pour faire une map ou pour créer un graphe. Cette application graphique en HTML utilise l'API. Donc ça valait le coup de regarder l'API en détail, ce qu'on a fait plus tôt, pour récupérer les données des capteurs et les insérer dans une application, une web application. Ok, donc ça c'est aussi un truc, il faut travailler à la maison. Hein. C'est difficile de montrer en détail dans une introduction comme celle-là. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez essayer de regarder React. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent React. C'est nettement plus compliqué hein, par rapport à une simple application JavaScript. C'est pour ça que c'est mieux d'utiliser des cours en ligne. Je vous ai donné un lien. Code Academy. Il donne des cours en ligne de React qui sont très bien. Donc React, c'est basé sur JavaScript, mais il y a pas mal de choses en plus, comme JSX, qui est un pseudo-langage pour créer du HTML à l'intérieur du JavaScript. Et c'est à la fois server-side et client-side. Donc si vous avez besoin d'un exemple d'application React, vous pouvez démarrer à partir du dashboard. Il se trouve sur le GitHub, donc, ça s'appelle Wasip Dashboard. Vous pouvez le cloner. Voilà. Le dashboard, c'est celui-là. Hein. Donc, si vous voulez faire une application qui ressemble à ça, mais pas tout à fait la même chose, vous pouvez cloner ce dashboard. Il est open source. Et il est sécurisé. Hein. Open source et sécurisé, ce n'est pas forcément la même chose. Il est open source, mais vous pouvez sécuriser avec différents mécanismes, dont le HTTPS et ce qu'on appelle l'access control. Donc, la visibilité, c'est l'access control. Il y a aussi le login. Donc, le dashboard, les données qui sont là sont suffisamment sécurisées. Et donc, là, par exemple, j'ai téléchargé le dashboard dans ma machine locale. Je vais au niveau du dashboard. Je l'ai téléchargé dans ce répertoire et je peux le lancer. Alors, dans le README, c'est expliqué comment le faire. Je reviens au niveau ici. Voilà, dans le README, c'est expliqué comment faire. Voilà, c'est le dashboard. Voilà, il y a une ligne de commande. Alors, pour lancer le dashboard, on utilise Yarn, qui est un package manager pour JavaScript. Et vous pouvez le lancer comme ça, mais il n'y aura pas de données à l'intérieur parce que c'est une application stateless. Les données sont en ligne, elles sont sur l'API. Donc, le mieux, c'est de lancer Yarn Start, mais en précisant où se trouvent les données. Elles se trouvent sur l'API Wasip. Alors, je fais comme ça. Et je lance mon dashboard comme ça. Alors, je vous disais que c'est une application client-serveur, donc il y a à la fois le client et le serveur. Et le serveur va, une fois qu'il sera compilé, il va envoyer au client. Le client, c'est mon browser, donc Firefox. Il va envoyer les données. Et voilà, là, j'ai démarré le dashboard Wasip en local. Et les données qui sont affichées sont celles du cloud, qui va aller chercher les données sur le cloud.
Voilà, on finit avec un autre simulateur, celui-là en JavaScript. Il se trouve sur le GitHub. Donc, j'ai créé un petit simulateur pour vous permettre d'envoyer des données en JavaScript. On l'a déjà fait avec la commande curl. On peut le faire aussi avec un petit programme ici qui s'appelle SoundSourceSim. Et celui-là, vous le lancez comme ça. Et il va envoyer des données à la place du capteur. Parce que l'idée, c'est que comme on est tous plus ou moins en quarantaine, il faut simuler les données des devices si vous ne les avez pas. Et ensuite, une fois que vous avez simulé ces données-là, donc là, c'est très facile, ils vont être envoyés directement. Là, dans ce petit programme, on envoie des données sur la plateforme WasUp. Je vous montre. Voilà, vous avez téléchargé SoundSourceSim, là, je l'ai fait ici. Et vous faites npm start. Et il y a des données qui sont envoyées sur un des devices. Là, je l'ai programmé pour My Device 2. Et donc, ça va arriver. Et c'est des données random. C'est celui-là. Voilà, vous voyez, la courbe va un peu n'importe où parce que les données sont randomisées. Voilà, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions? Excusez-moi, moi j'ai une question. Oui. Allô? Oui, ma question ça concerne le dashboard là. Oui. Oui, mais maintenant, vous avez démarré en local votre dashboard que vous avez comment dire, après avoir cloné le dashboard. Maintenant, j'ai vu qu'à chaque démarrage, parce que j'ai eu à cloner la plateforme, à chaque démarrage, je vois que ça change les ports qui sont à la fin. Si je dois me connecter sur une autre machine avec, ça change les ports de façon en boucle, quoi. Je n'arrive pas à comprendre à ce niveau. Ah, d'accord. Vous dites que le port du dashboard change à chaque fois, c'est ça? Ouais, c'est Oui, possible. oui. Je ne suis pas exactement sûr pourquoi. Le mieux, c'est qu'on parle offline. J'essaierai, effectivement, ouais, si on lance plusieurs fois le dashboard en local, c'est possible qu'il change de port. Normalement, il tourne sur 13.13. Hein. Là, celui que j'avais lancé, je ne sais pas si je l'ai fermé, il tournait sur le port 13.13. Alors ça, c'est le port par défaut. Mais si le port 13.13 est déjà occupé, il va en choisir un autre. Ouais, donc je l'éteins. Après, si vous voulez fixer le port, il y a quelque chose à faire dans la configuration. Mais là, peut-être c'est un petit peu technique, donc il faudrait qu'on en parle. Envoyez-moi un mail. Ce sera mieux de discuter par email. Ok, ça marche. Merci. Une deuxième question. Oui. Ça concerne la communication entre la plateforme et puis la passerelle. Oui. La première des choses, si j'ai cloné ma plateforme sur ma machine et que j'ai une passerelle que je vais communiquer les données maintenant avec la plateforme, comment établir cette communication entre la passerelle et puis la plateforme afin qu'elle puisse envoyer les données sur la plateforme directement? J'ai pas compris. Vous voulez installer votre propre plateforme, c'est ça? Votre propre plateforme. Oui, oui. 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 C'est une bonne question. Il y a dans la configuration, là, vous voyez mon écran, il y a une configuration où vous précisez, Wazi Cloud, l'adresse de la plateforme. Ça, c'est le serveur. Donc là, ça, c'est la gateway, donc la passerelle. Qui tourne dans la Raspberry Pi, hein, je rappelle. Et donc, vous précisez ici l'adresse, où est-ce qu'elle doit envoyer les données, à quelle plateforme cloud elle doit se connecter. Il suffit de changer cette adresse, vous mettez la vôtre. Là, l'adresse qui est entrée, c'est api.waze.io. On parle toujours avec l'API. Hein, mais si vous utilisez votre propre serveur, vous pouvez rentrer même une adresse IP ici. Hein. Voilà. Ok, merci.
Donc, si vous lancez votre propre serveur, vous devrez évidemment fournir l'adresse du serveur ici. Il y a une autre question? Non, non, c'est bon. Je pense que c'est une très bonne présentation. Hein. C'était plus ou moins clair. Hein. Et peut-être de profiter du confinement pour reprendre peut-être comme c'était beaucoup plus technique, de reprendre un peu avec le tuto, reprendre un peu les étapes. Hein. Oui, j'espère que ce n'était pas trop technique. Non, non, c'est bon. Le lien pour télécharger le document, vous l'avez mis? Je vais télécharger, je vais en vous envoyer par email. D'accord, c'est bon. Je vais mettre en ligne la vidéo aussi. D'accord, c'est bon. Voilà. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. D'accord, merci à toi aussi. Je vous souhaite une bonne continuation et bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci à tous. Bonjour, s'il vous plaît. Oui, oui. S'il vous plaît. Oui. Est-ce que c'est une dernière question? Est-ce que c'est possible d'utiliser un protocole UDP basé UDP, comme Coap par exemple? Alors, Coap, je ne connais pas beaucoup, donc je ne pourrais pas vous répondre. C'est un protocole directement avec le capteur, un peu comme Sixlopan. Enfin, il y en a plusieurs, il me semble, non? Oui, ça utilise IPv6 en fait. IPv6, ouais. Et Sixlopan aussi. Ouais. Donc, là, vous êtes sûrement plus expert Donc, que moi. c'est un peu... non, je sais pas ça. En fait, c'est le même procédé que le HTTP, sauf que c'est du UDP. Ouais. C'est un client REST en fait. Ouais, c'est au même niveau que TCP/UDP. Mais alors là, je ne saurais pas vous dire en fait. Donc votre question, c'était quoi exactement? Est-ce qu'on peut utiliser un autre protocole tel que quoi? Est-ce que C'est ça? oui, dans ce cas-ci, en fait. Oui. Non, en fait, notre gateway, le software qu'on utilise est spécialisé sur LoRa. On a misé à fond sur LoRa parce que c'est un protocole radio qui est adapté un peu disons, aux campagnes, quoi, aux grandes distances, même en ville, et aux devices qui consomment assez peu. Donc, on a misé là-dessus. Donc, on n'a pas vraiment besoin de coop, en fait. Après LoRa, il y a LoRaWAN. J'en ai pas parlé, mais peut-être dans une autre conférence. LoRaWAN, c'est le futur, et la prochaine version de la gateway sera compatible avec LoRaWAN. Elle sera 100% LoRaWAN. Donc, en fait, on n'a pas détecté le besoin de ces protocoles IPv6. Donc, on ne les a pas implémentés, mais bon, si vous voulez les implémenter, c'est possible. Hein. Le software est ouvert, il est disponible sur GitHub, vous pouvez le compiler vous-même. Donc, c'est tout à fait possible. Mais je ne dis pas que ce sera facile. Hein. Donc, c'est une nouvelle... D'accord, merci beaucoup. protocole, donc c'est pas si facile. D'accord, merci beaucoup. Merci. Allez, je crois qu'on peut fermer la conférence. À bientôt. Ok, à bientôt. Merci, Corentin. Merci, au revoir. Salut, cher. Merci. Merci, à bientôt. Merci.